Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Orge. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd. Oui, même plus lourd que l'air, imaginez. On va tenter de tout comprendre au CO2. Comment il se crée, comment s'assurer qu'il y en ait le bon volume, comment en ajouter, comment l'enlever, comment éviter les explosions. Bref, tout ce qu'il faut savoir pour arrêter de servir des grands verres remplis de mousse quand vous débarquez à une petite fête avec votre bière pression. Bon, déjà le CO2 c'est quoi? C'est ce qui pique un petit peu la langue dans la bière, et qui fait la collerette blanche là. Plus sérieusement, il s'agit du dioxyde de carbone, aussi appelé gaz carbonique. Oui, le même qui crée le réchauffement climatique. Bon après, chacun ses priorités, hein. Certains veulent sauver la planète, et il y a les autres, nous, qui préfèrent que leur bière pétille un petit peu. Voilà. Le CO2 n'a ni couleur ni goût, et il est soluble dans l'eau, ce qui nous arrange bien. Dans notre cadre, celui de la bière, il est principalement produit par les levures lors de la consommation des sucres. Maintenant, plutôt que de vous faire un résumé de la page Wikipédia, on va directement se focaliser sur son utilisation brassicole. Donc les principes de base à retenir. Le CO2 est soluble dans la bière, il est beaucoup plus soluble à froid qu'à chaud, il existe plusieurs unités de mesure mais elles sont convertibles facilement, l'effervescence et la tenue de la mousse ne sont pas la même chose, et à notre niveau, il est malheureusement impossible de mesurer le CO2 présent dans un liquide. On ne peut que l'estimer en fonction de la pression du conteneur dans lequel il se trouve à une température donnée. C'est un peu compliqué, on va rentrer dans le détail après, ça va être super. C'est quoi la carbonatation cible? Comme vous le savez sans doute, les bières n'ont pas toutes la même pétillance, et donc la même quantité de CO2 dissoute dans le liquide. Pour savoir comment quantifier le gaz, il existe deux expressions généralement utilisées. 1. Le volume de CO2, et 2. Le grammage de CO2. Parlons maintenant du volume de CO2. Il s'agit là d'un rapport. Si on dit 2 volumes de CO2, on veut dire en réalité le double du volume du liquide en CO2. Dans le cas du champagne par exemple, on tourne autour de 5 volumes de CO2, ce qui veut dire que détendu, le gaz représentera 5 fois celui du liquide. Donc pour 1 litre de champagne, on aura 5 litres de gaz carbonique. Maintenant, on parle des grammes de CO2. Quand on parle d'un gramme de CO2, on part du principe que c'est à une température ambiante et à pression atmosphérique. Si ces deux paramètres sont réunis, un gramme de CO2 a un volume de 0,47 litres. Pour donner un ordre d'idée, une bonbonne de SodaStream contient 425 grammes de CO2, qui, une fois détendu, représente un volume de 200 litres environ. Et avec ces 200 litres, on pourra carbonater 200 litres d'eau à 1 volume de CO2, ou 100 litres d'eau à 2 volumes de CO2, ou environ 60 litres d'eau gazeuse à 3,3 volumes de CO2, comme c'est renseigné sur l'emballage. Je vous montre un petit exemple avec des sacs poubelles, vous allez mieux comprendre. Ouh. Ça équivaut à ça, le CO2. Ça roule? Logique? Vous demandez d'où je sors ça, le petit pied là. Je ferai une vidéo à l'occasion sur tout ce qu'on peut imprimer en 3D qui peut être très pratique dans une brasserie. Genre ça, franchement, c'est trop bien. Bref, on continue. Maintenant, prenons un exemple concret pour une pale ale classique. Comme par exemple la Bapa. La playlist est là, hein. C'est parfait si vous commencez la bière de zéro. Pour une pale ale, on va généralement viser 2,4 volumes de CO2. Donc, pour 1 litre de pale ale, on aura 2,4 litres de CO2. Et si on convertit ça en grammes de CO2, ça fera 5,1. Le CO2 sera alors comprimé et en grande partie dissous dans le liquide. Pour donner un point de comparaison, dans 1 litre de coca, on a environ 6,5 grammes de CO2. Donc le coca est plus pétillant. On est bon avec ça ? Du coup, vite fait, une liste des bières et leur carbonatation cible respective. Tout en bas de la pétillance, on a les British Ale. Vous voyez ces pintes sans mousse remplies à ras-bord dans les pubs du sud de l'Angleterre. On est en dessous de 2 volumes de CO2. Les porters et les stouts sont aussi dans ces eaux-là. Juste en dessus, on a les Belgian Ales, qui vont de 2 à 2,4. On se rapproche de ce dont on a un peu l'habitude. Maintenant, on rentre dans le mainstream, avec les American Ales et les lagers, entre 2,2 et 2,7. C'est pour ça qu'en général, on vise le 2,4. En dessus ensuite, on a les lambics, autour de 2,6. Puis les lambics aux fruits et ex-aequo avec les bières allemandes et les belges au blé. Hefeweizen, Witbier, qui peuvent monter autour des 4,5. Pour certaines, c'est quasi du champagne. Vous comprenez mieux pourquoi une canette de 5 décilitres franciscaner, ça fait bien rôter. Maintenant qu'on sait comment on quantifie le CO2 et combien on en veut, on va se pencher sur la manière d'obtenir ce CO2 dans notre bière. Et c'est là que la notion de pression va faire son apparition. La pression. Donc la pression, c'est quoi ? Pour simplifier, on va dire que la pression, c'est la force avec laquelle on va pousser du CO2. En Europe, on va la mesurer en bar, du grec ancien baros, qui signifie poids, alors qu'aux US et dans quelques autres pays chelous, on parle de PSI, pounds per square inch, livres par pouce au carré. Ah mais ça me dégoûte. C'est le pire des unités de mesure combinées. Convertir de l'une à l'autre se fait très facilement.
Méfiez-vous juste de Google parce que je sais pas trop pourquoi, mais si on met une virgule ou un point, il donne pas le même résultat. Si quelqu'un sait, merci de me le mettre dans les commentaires, mais moi ça m'a juste halluciné. Et ça a failli me flinguer ma vidéo sur la pression d'ailleurs. Il existe encore d'autres unités de mesure comme les pascals, qui sont des 100 millièmes de bar, ou les millibars, qui sont un millième de bar. À ne pas confondre avec les mini-bars, qui sont des petits frigos dans les hôtels, avec de toutes petites bouteilles très très chères dedans. Voilà, juste pour être très clair. Passons au cas pratique maintenant qu'on a vu les volumes, les grammages et la pression. Étant des brasseurs amateurs, on va soit fermenter en atmosphérique, soit sous pression. Regardons comment ça se passe dans chacun des cas. 1. Fermentation atmosphérique et resucrage en bouteille. À la fin de notre fermentation, notre bière contient l'alcool, mais très peu de CO2 dissous puisque celui-ci s'est fait la malle par le barboteur. S'offre alors à nous deux options. 1. Soit on met en keg pour force carbonatée dans la foulée. 2. Soit on met en bouteille et en sucre pour recréer une petite fermentation sous pression cette fois-ci. En vrai, je connais aussi des gens qui resucrent en keg. Mais je trouve que relancer une fermentation alors qu'on pourrait s'en passer, c'est pas très logique. Des risques pour rien si on me demande. On va commencer par se pencher sur la mise en keg plus carbonatation forcée. Pour la carbonatation forcée, c'est simple. On remplit notre fût et on le branche à une bonbonne de CO2 qui va pousser du gaz carbonique dedans avec une certaine force. C'est la pression. Le CO2 étant soluble, il va entrer dans le liquide avec lequel il est en contact direct et se carbonater au fur et à mesure. Un très gros paramètre à prendre en compte quand on veut définir la pression avec laquelle on va pousser le CO2 dans le liquide, c'est la température. Car le CO2 sera plus soluble à basse température. Ainsi, il n'existe pas une pression universelle, mais une pression particulière en fonction de la température du liquide et de la quantité de CO2 désirée. Voici 2 ou 3 exemples pour illustrer mes propos. 1. Je veux force carbonater un fût de lambic à 2,7 volumes de CO2. Le fût est à température ambiante, disons 22 degrés. Il me faudra alors pousser du CO2 à 2,28 bars, ou 33 PSI pour les gens bizarres. Deuxième cas, je veux force carbonater un fût de lambic à 2,7 volumes de CO2. Le fût est stocké au frais à 8 degrés. Il me faudra alors pousser le CO2 à 1,24 bars, ou 18 PSI. Oui, quasi la moitié moins. Alors attention, ça va consommer la même quantité en grammes dans votre bonbonne de CO2. Par contre, il suffira juste de pousser moins fort. Bon, un dernier exemple. Je veux force carbonater un fût de Pale Ale à 2,4 volumes de CO2. Le fût est stocké au frais à 8 degrés. Il me faudra alors pousser le CO2 à 1 bar, ou 14,5 PSI. Et oui, on retrouve là la pression généralement utilisée dans les tireuses à bière, et c'est pas un hasard, car à 1 bar de pression, la bière pourra être servie sans perte de gaz au fur et à mesure que le fût se vide. On appellera ça être à l'équilibre. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la partie service. Alors, pour savoir d'où je sors toutes ces valeurs, il existe pléthore de calculateurs en ligne ou de grands tableaux avec des chiffres, je vous en mets en lien dans la description, c'est méga simple à utiliser. Perso, j'utilise celui de Brewer's Friend, mais Maxence, de la bière qui flotte, super chaîne YouTube, je vous la recommande, travaille sur un projet open source de calculatrice pour brasseurs, qui pourrait bien me faire switcher par la suite. Affaire à suivre. Dernier point important à prendre en compte sur la carbonatation forcée, c'est qu'elle prend du temps. Si l'on veut carbonater un fût de 20 litres en branchant simplement à 1 bar de pression à 8 degrés, ça va prendre 4-5 jours. Pourquoi? Parce que la zone de contact entre le CO2 et le liquide est petite et se sature vite. Comme vous pouvez le voir sur cette animation, j'espère qu'il y aura une animation parce que je sais pas encore comment faire, mais j'ai quand même prévu d'en mettre une. On croise les doigts! Bref, là comme vous le voyez, le CO2 arrive par l'arrivée de gaz et s'accumule en haut du keg. Petit à petit, celui-ci va se dissoudre dans le liquide. Mais avant que le CO2 se répartisse uniformément, il va commencer par saturer la partie supérieure. C'est un petit peu imagé, mais au fur et à mesure de la répartition, la bonbonne va pouvoir en rajouter un petit peu. Franchement, j'espère que l'anime, elle sera claire. Voilà. Donc la première astuce pour accélérer le processus, coucher le fût, pour augmenter la surface de contact entre le gaz et le liquide. Tac! Deuxième astuce, faire rouler délicatement le fût à plat. Dernière astuce, dite de l'alcoolique en état de manque, refroidir au maximum le fût, balancer 5 barres de pression dedans pendant 30 secondes et secouer frénétiquement pendant 2 minutes. Laisser reposer 10 minutes, goûter et si c'est encore un peu plat, recommencer. Abonnez-vous à la chaîne parce que je compte bien tenter de carbonater un fût de 20 litres en un temps record. J'hésite même à appeler le Guinness Book. Alors vous voudriez pas louper ça. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ça va être trop bien. Maintenant parlons de la refermentation en bouteille. Donc là, on finit notre fermentation et notre maturation. On a toujours notre bière vaguement plate et on va la mettre en bouteille. Seule option qu'on a pour obtenir la quantité de CO2 désirée dans notre liquide à ce moment-là, ça va être de relancer une petite fermentation dans la bouteille. Mais cette fois, sans que le gaz ne puisse sortir. Donc, on met un petit peu de sucre dans notre bouteille et on balance notre bière par-dessus, suivi de l'encapsulation. Les avantages de cette technique, c'est qu'elle est super simple, tant au niveau de l'exécution que des calculs à faire. En effet, la quantité de sucre nécessaire ne dépendra que de la taille de votre bouteille et du volume de CO2 désiré. Enfin, il y a un petit paramètre à prendre en compte, mais on en parlera juste après les exemples, où je fais croire que c'est facile. Voici 2 exemples pour illustrer mes propos. 1. Je veux carbonater une bouteille de 5 décilitres de lambic à 2,7 volumes de CO2. Il faudra alors que j'ajoute
3,7 g de sucre blanc. Deuxième cas, je veux carbonater une bouteille de 33 décilitres de Pale Ale à 2,4 volumes de CO2. Il faudra alors que j'ajoute 2 g de sucre blanc. C'est pour ça qu'il existe ces petites mesurettes en fait. Ça c'est 2 g, à 2,2 je crois. Et en fait, ça c'est une carbonatation standard à 2,4 environ. Voilà. Facile non? Bon, maintenant je vais quand même aborder un sujet un petit peu pointilleux. Vous vous rappelez qu'il y a 3 minutes, j'ai dit que votre bière fermentée en atmosphérique était plate et ne contenait presque pas de CO2. Alors c'est assez vrai, mais la quantité de CO2 va beaucoup dépendre de la température. À 20 degrés, votre bière contiendra quand même déjà 0,86 volume de CO2. Si vous avez effectué un cold crash et qu'elle est à 1 degré, le CO2 qui se trouvait dans l'espace supérieur du fermenteur va se redissoudre dans le liquide. Et votre bière sera alors déjà carbonatée à 1,65 volume de CO2. Ah, on n'est plus très loin des 2,4 hein. Bref, pour faire les calculs, j'utilise des outils de Brewer's Friend. Vous remarquerez qu'ils disposent d'un champ de température pour compenser le CO2 estimé déjà présent dans la bière. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, plus la bière est froide au moment de la mise en bouteille, moins il faudra mettre de sucre, car plus le CO2 devrait déjà être présent dans le liquide. Oui, je sais, oui. Faut juste savoir. Mais maintenant qu'on sait, c'est bon. Maintenant, parlons un petit peu de la fermentation sous pression. Si on fermente sous pression, c'est presque plus simple. Sauf la mise en bouteille. Ça, vous le savez déjà, c'est carrément plus chiant, mais bref. J'ai une vidéo entière où je me plains juste là. Allez, regardez. Pour la fermentation pression, il va s'agir d'essayer de maintenir la quantité de CO2 désirée produite directement par les levures. Il faudra régler la valve pour qu'elle laisse s'échapper l'excédent de CO2 à la température la plus chaude que la fermentation atteindra. Donc, si vous décidez de fermenter à 35 degrés, faites le calcul de pression pour cette chaleur-là. Normalement, après le pic de chaleur, vous ne devriez que redescendre, et la pression au-dessus du liquide aussi. Ah oui, parce qu'on ne mesure jamais la pression du liquide directement. Ce serait beaucoup trop simple. La seule chose qu'on connaît, c'est la pression qui se trouve au-dessus, dans l'espace vide. Bah oui, du coup, si vous venez de secouer le fût, le CO2 sort en partie du liquide et se concentre dans l'espace au-dessus. Et ça fausse forcément la lecture. Vous aurez alors compris, chaque manipulation du fermenteur requiert un peu de temps pour que tout se rééquilibre à l'intérieur et que la mesure soit la plus précise possible. Je vais vous faire un petit exemple après de comment ça marche. Voici comment l'équilibre dans un fermenteur fonctionne. J'ai ici un fermenteur de White IPA à 16 degrés. Pour qu'il soit carbonaté à 2,4, il faudrait que dans l'espace au-dessus de la bière, nous soyons à 1,52 bar. Oups, là on est à 1,8. C'est trop. Alors on va libérer de la pression jusqu'à atteindre 1,52. Mais en faisant ça, j'ai créé un déséquilibre dans le fermenteur. Pour retrouver son équilibre, celui-ci va maintenant libérer du CO2 qui était dans la bière et faire remonter la pression dans l'espace. Après 10 minutes seulement, je suis maintenant à 1,58 bar. Il faudra donc répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à sa stabilisation à 1,52 bar. Abordons maintenant la question du matériel. Si on veut commencer à trifouiller avec du CO2, il faut absolument s'équiper en keg. Pareil qu'à chaque fois, j'ai une vidéo qui arrivera bientôt et qui vous expliquera tout sur les kegs. Abonnez la cloche et likez vos pouces. Bref, un keg est un contenant métallique capable de supporter d'absurdes niveaux de pression. Métallique ou pas d'ailleurs, ça peut être en plastique. En inox, ils supportent jusqu'à 9,4 bars, 135 PSI. Ils sont équipés d'une valve de sécurité qui devrait se déclencher autour de 5 bars, 70 PSI. Alors, comme je le disais, ils sont généralement en inox et à peu près indestructibles. Ils sont souvent utilisés par les brasseurs amateurs parce que flemme de remplir des bouteilles. Mais aussi et surtout parce qu'ils offrent beaucoup plus de contrôle sur le produit final. La bière est surcarbonatée? Pas de souci, on retire un petit peu de gaz. Sous-carbonatée? Ah, pas de souci non plus, on ajoute un peu de gaz. Elle est trop trouble? Allez, un petit peu de gélatine par le connecteur, elle est belle. Bonne chance pour rattraper quoi que ce soit une fois que c'est en bouteille. Les fûts d'occasion sont très répandus et valent une quarantaine d'euros, alors ce serait bête de s'en priver. Il en existe plusieurs marques différentes, je vous conseille de prendre des Cornelius Keg, c'est vraiment le keg de base. Celui dans lequel on stocke le coca habituellement d'ailleurs. Maintenant qu'on a parlé du fût, parlons un petit peu du matériel plus spécifique au CO2. Les bonbonnes, les détendeurs, la haute pression et la basse pression et tous ces trucs qui me faisaient très peur au début. Puis maintenant ça va. J'ose même les toucher des fois. À la brasserie, j'ai divers bonbonnes de différentes tailles pour diverses utilisations. J'ai des grandes pour faire de la carbo forcée, j'ai des petites pour pousser des liquides ou purger des conteneurs, j'ai les moyennes parce que, pourquoi pas. C'est très pratique car ça permet de pouvoir facilement les déplacer d'un coin à l'autre de la brasserie. Parlons du coût maintenant. La règle généralement, c'est que plus la bonbonne est grande, moins le gramme de CO2 sera cher. Ah, logique hein. Sur une bonbonne de 10 kg de CO2, à 60 €, on va se retrouver à payer le gramme 0,006 centimes d'euros. Comme on a vu tout à l'heure, pour 1 litre de bière à 2,4 volumes de CO2, on va utiliser 5,1 grammes. Donc pour 20 litres de bière à un fût, ça fera 102 grammes. Ça nous coûtera donc 60 centimes d'euros pour un fût de 20 litres. Maintenant, imaginons qu'on ne travaille qu'avec des bonbonnes de SodaStream à 15 € les 425 grammes. Eh bien, on se retrouve tout de suite à 4 € pour 20 litres. Moins fun, hein? Il y aurait encore juste un moyen de faire pire en utilisant exclusivement des mini-capsules de 12 grammes de CO2 à 2 € pièce. Du coup, le fût de 20 litres reviendrait à quasiment 8,50 €. Il faudrait être débile. Des trucs comme ça, là.
Bref, achetez des grandes bonbonnes, assurez-vous bien que c'est du CO2 alimentaire, et je vous montrerai dans une autre vidéo comment recharger vos petites bonbonnes de SodaStream avec les grosses bonbonnes. Ah, il faut pas grand chose, hein. C'est plutôt facile. Maintenant, on va vite parler de haute pression, basse pression. Toutes les bonbonnes sont de base toujours en haute pression. Même les SodaStream, hein, c'est-à-dire environ 57 bars, 827 PSI. Et ça monte jusqu'à 93 bars si on est à 30 degrés. Ça explique pourquoi elles sont en aluminium ou en acier. Donc non, on ne peut pas les connecter directement à notre tireuse à bière. Pour obtenir la basse pression dont on va se servir, on va devoir passer par un détendeur. Je vous en présente deux différents types que j'ai. Celui-là, c'est pour les bonbonnes standards, comme ça. Et celui-là, c'est pour les SodaStream. Ces appareils vous permettent de réduire la pression de sortie. En général, on va toujours travailler en basse pression. On ne devrait d'ailleurs jamais avoir à utiliser plus de 5 bars. Il en existe de toutes les tailles avec une ou deux sorties, puis ça coûtera environ une cinquantaine d'euros. Après le détendeur, on peut utiliser des petits tuyaux en PVC par exemple. Mais avant le détendeur, je vous déconseille d'utiliser n'importe quoi de souple, parce que la pression est folle. Je vais vite profiter qu'on parle des bonbonnes pour vous donner les références des connectiques européennes. Parce que quand j'ai acheté mes premiers détendeurs sur AliExpress, j'ai eu quelques mauvaises surprises. Sur les grosses bonbonnes de CO2 standard en Europe, le filetage, c'est du W21.8. Ça là. Attention, c'est pas la même chose aux USA ni en Australie. Pareil pour les bonbonnes de SodaStream. Déjà, il en existe deux sortes, les bleues, qui sont les anciennes, et les roses avec leur nouvelle connectique. Partez sur les bleus, car ce sont les seuls qui ont un filetage compatible avec la plupart des détendeurs de gaz vendus en ligne. Pour l'Europe, il s'agira du filetage TR21-4. Donc quand vous achetez un détendeur, assurez-vous qu'il soit compatible avec ces références. Le service. Maintenant qu'on a un keg, une bonbonne de CO2, un détendeur, il nous manque plus que deux bouts de tuyau, un robinet et on a une tireuse. Mais ouais, c'est aussi simple que ça. On branche le tout, on règle notre détendeur à la bonne pression pour qu'on soit à l'équilibre avec la carbonatation du liquide, sa température. Donc si notre fût de Pale Ale est à 8 degrés et qu'on veut maintenir un volume de CO2 de 2.4, alors on poussera à 1 bar. 14.5 PSI. Accessoirement, j'avais prévu un épisode complet sur comment construire un kegerator et un keezer. Non, c'est pas des personnages de la saga Transformers, hein. C'est juste des tireuses pour bricoleurs. Un kegerator, c'est un congélateur transformé en gros frigo avec des robinets à bière, et un keezer, c'est la même chose mais en partant d'un frigo. On va profiter ici d'aborder la notion d'équilibre. Un fût étant un conteneur fermé hermétiquement, le grammage de CO2 se trouvant à l'intérieur reste toujours le même. Que vous chauffiez ou secouiez le fût, les 102 g de CO2 ne bougeront pas. Par contre, la répartition du CO2 entre le liquide et l'espace vide du fût va changer. Si on chauffe un fût, la pression dans l'espace vide va augmenter. Pareil si on le secoue. Par contre, une fois reposé, le CO2 va retourner dans le liquide. Il va toujours retourner à son point d'équilibre, c'est-à-dire une répartition stable entre l'espace et le liquide, en fonction de la température. Nous, on ne peut mesurer que l'espace vide malheureusement. Enfin, vide, il est rempli de CO2, donc la partie du haut. Mais avec une règle de 3, c'est assez facile d'estimer au mieux ce qui se trouve dans le liquide. La seule chose importante est de laisser le temps au fût de retrouver son équilibre avant de mesurer. Mettre un bar de pression à 8 degrés pour une bière à 2.4 volumes de CO2 va permettre de maintenir cet équilibre quand la bière sera servie. D'ailleurs, on pourrait très bien servir une bière avec 0,2 bar de pression, juste pour la pousser hors du fût. Cependant, à ce moment-là, l'espace sera sous-pressurisé. Et du coup, le CO2 s'échappera du liquide jusqu'à retrouver son nouveau point d'équilibre. À chaque bière tirée, un peu de CO2 sortira du liquide restant dans le fût. Et à la fin, elle sera moins pétillante. Pour finir sur une note d'espoir, à ceux qui sont en train de définitivement baisser les bras et envisager de ne jamais utiliser de keg, il y a une bonne nouvelle. C'est que surcarbonater ou décarbonater prend du temps. Donc sur l'espace d'une après-midi, quand vous servirez votre bière à la tireuse, que vous mettiez trop de pression ou pas assez ne risque pas vraiment de se remarquer. Donc vous prenez pas trop la tête. Partez sur 1 bar de pression et tout ira bien. Maintenant, j'aimerais partager avec vous des solutions au triste début que j'ai connu avec les premiers fûts que j'ai amenés à des fêtes pour montrer que je faisais de la bière. Ah, j'en ai gâché des soirées à rester à côté de ma tireuse de fortune à remplir des grands pichets de mousse en attendant que ça se tasse. J'avais aucune idée de ce que je faisais. Voici donc quelques conseils que je peux vous donner. 1. Votre fût doit être gelé, le plus froid le mieux. Et il faut qu'il puisse rester froid très longtemps. PS, les fûts isothermes c'est de la bombe. Vidéo à venir. 2. Votre fût doit être installé et ne plus bouger au moins 30 minutes avant de commencer à servir des bières. 3. Prenez une bonbonne de CO2 de backup. C'est vraiment la loose s'il n'y a plus de gaz. 4. Le tuyau à bière devrait idéalement être entouré d'une gaine thermique. Sinon, la bière qui se trouve dedans va rapidement chauffer. Et le début de chaque verre va mousser comme pas possible. 5. Si vous connectez votre fût à 1 bar de pression, alors votre tuyau à bière devra faire environ 1,50 m de long.
pour que la résistance sur le liquide permette à la bière d'arriver doucement dans le verre. Le diamètre intérieur idéal serait de 5 mm environ. Le plus petit, le mieux, on pourrait presque dire. La première fois, j'avais connecté un tube de 1 cm de diamètre et de 40 cm de long. C'était l'angoisse, un geyser à chaque bière que j'essayais de servir. J'avais vraiment aucune idée de ce que je faisais. Si vous n'obtenez que de la mousse malgré le fait que votre bière soit très froide, vous pouvez encore contrôler deux choses. 1. Est-ce que la bière est correctement carbonatée? Vous verrez tout de suite, en testant sur la valve de sécurité la virulence du est-ce qu'il y a des bulles d'air dans le tuyau de bière? Si c'est le cas, il s'agit d'une fuite au niveau du connecteur sur le fût. Le tuyau ne devrait pas contenir de bulles, sinon c'est la mousse assurée. Voilà, si vous suiviez ces quelques règles, ça ne devrait pas trop mal se passer. Bon, j'ai pas précisé, mais c'est important que la bière soit bonne aussi. Si vous avez des anecdotes de vos premiers ratages en amenant votre bière, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on n'est pas les seuls à merder. La mousse. Bon, on va parler un peu de la mousse aussi, tiens. Parce qu'étonnamment, le niveau de carbonatation ne veut pas forcément dire belle collerette. Ah ben non, regardez le champagne ou le cidre mousseux. On chatouille les 5 volumes de CO2 et on n'a rien. C'est en réalité parce que la bière contient des dextrines et des protéines qui entourent les bulles de CO2 et qui les empêchent de trop facilement éclater. Du coup, elles s'accumulent en haut du verre, d'où la collerette. Un verre de bière produira entre 200 000 et 1 500 000 bulles. Et celles-ci contribuent grandement aux arômes du breuvage, car en remontant dans le liquide, elles emmènent avec elles des molécules qui se retrouvent disponibles à la surface du verre et qui aromatisent le tout avant d'arriver dans la bouche. Pour que la bière ait une mousse qui tienne, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, 1. Le grain. Certains ont plus de protéines que d'autres, on pense au blé notamment. De 2. Un cold crash lent semble aussi aider à la tenue de la mousse. Je vous mets le lien vers une vidéo de Brewlosophie où ils expliquent tout ça puis ils font des tests. Et 3. Que la bière ne contienne pas trop de corps gras, qui peuvent être le résultat d'un problème lors de la fermentation. Donc faut pas techniquement merder sa bière quoi. C'est plutôt compliqué de vraiment bien maîtriser cet aspect-là. Mais dans l'ensemble, sur mes 50 brassins, je n'ai eu que 2 fois des problèmes de mousse. Si c'est un problème récurrent chez vous, tentez soit d'ajouter un petit peu de blé à votre recette, soit de changer de levure pour quelque chose de plus résilient. C'est à mon avis les 2 critères qui ont le plus de chances d'avoir de l'impact. Dernier point que je voulais aborder en parlant du CO2, c'était le gushing. Parce que bien souvent, on pense simplement que c'est dû à une surcarbonatation. Mais la réalité est légèrement plus complexe. Le gushing, c'est quand la bière qu'on vient d'ouvrir n'arrête pas de mousser. Dans le pire des cas, c'est un geyser, et dans le meilleur, elle se vide simplement à petit feu sans qu'on puisse vraiment y goûter. Je vous ai fait un joli petit short de ma dernière bière qui gushait. Je vous conseille vraiment, c'est impressionnant. Je vous le mets là, par là. Ces problèmes sont souvent l'apanage des bières refermentées en bouteille, parce que la refermentation crée généralement un dépôt. Ce dépôt de levure morte et de particules initialement en suspension a de grandes chances de créer une multitude de points de nucléation, c'est-à-dire des micro-poches d'imperfections via lesquelles le CO2 va pouvoir s'échapper. C'est ces mêmes imperfections que l'on voit le long du verre. Mais là, ajoutez-en 1000 et vous verrez ce qui se passe. Oui, le mentos dans le coca, ça résume bien la situation. C'est le même principe. Bon, après, c'est aussi possible que la fermentation n'était pas totalement terminée lors de la mise en bouteille, et qu'elle s'est du coup poursuivie sous pression. Ou encore une infection, qui aurait consommé des sucres complexes que vos levures n'arrivaient pas à grignoter. Bref, si vous avez une bière qui mousse trop de temps en temps, c'est la vie. Mais si c'est le cas de toutes vos bières, alors il faut revoir un petit peu le processus. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour du CO2, ou du moins ce que j'aurais personnellement voulu voir quand j'ai commencé à toucher un peu à tout ça. Je pense que pour la majorité des gens, le passage de la bouteille au fût peut s'avérer assez frustrant, mais une fois qu'on a compris comment ça marche, ça permet vraiment de limiter les surprises. Puis bon, c'est la classe quand tu débarques avec ton petit fût isotherme et ta petite bonbonne de CO2, non? J'espère que ça aura aidé certains à clarifier comment tout ça fonctionne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide beaucoup pour les stats. En l'écrivant, je me suis rendu compte que je dois encore faire 1000 vidéos pour expliquer tous les trucs que j'ai survolés. Du coup, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires quel sujet vous intéresse en priorité, ou si quelque chose n'était pas clair dans mes explications, et je tâcherai de développer mieux dans d'autres vidéos. On se revoit la semaine prochaine. En attendant, bon brassin. A plus!